L'anime commence avec Kakeru, contemplant la lune depuis le toit de l'école. À ce moment-là, Yuka apparaît, s'approche de lui et décide de s'asseoir à ses côtés pour lui tenir compagnie. Et en parlant de compagnie, j'ai besoin que vous soyez mon compagnon et que vous likiez cette vidéo et laissiez un commentaire ci-dessous pour aider à l'engagement de la chaîne. N'oubliez pas de partager la vidéo pour nous aider, et continuons cette histoire. Peu après, Kakeru révèle que 7 ans plus tôt, sa sœur s'est suicidée et comme elle était la seule famille qu'il avait, il a dû être emmené dans un orphelinat où il vit depuis lors. Même après tout ce temps, il n'a toujours pas réussi à accepter cette perte et sent que son cœur est devenu froid. C'est là qu'il a rencontré Yuka. Dès le début, elle a été à ses côtés et lui a toujours témoigné de l'affection, c'est pourquoi Kakeru réfléchit à ce que serait sa vie si Yuka n'était pas avec lui. C'est alors que Yuka demande s'ils peuvent déjà rentrer à la maison et Kakeru accepte. Avant d'aller à l'école, 2 camarades apparaissent et leur demandent où ils étaient. Yuka répond qu'ils étaient sur le toit en train de regarder la lune, mais les deux se méfient et imaginent qu'ils se comportaient comme des amoureux. C'est à ce moment-là que Tadashi fait une blague exagérée en essayant de les imiter avec un baiser forcé qui rend Kaori furieuse. Elle le pousse avec colère et Kakeru se contente de sourire devant la scène. Il commente ensuite que ces 2 personnes, avec Yuka, sont les seules en qui il a vraiment confiance et avec qui il aime être. Plus tard, en chemin, Kaori parle des promotions dans un centre commercial et suggère à tout le monde de l'accompagner. Kakeru finit par refuser car il déteste les endroits bondés. Yuka abandonne donc aussi l'idée et Kakeru la conduit chez ses parents adoptifs, la famille Mina. Lorsque Yuka prend congé, Kakeru change d'avis à la dernière minute et décide de l'accompagner au centre commercial. Alors qu'il traverse un pont, une sensation étrange les pousse à fermer les yeux et lorsqu'ils les rouvrent, ils se rendent compte que toute la ville est recouverte d'une teinte rougeâtre. La lune semble désormais complètement noire. Terrifié, il décide de courir jusqu'à la maison de Yuka pour chercher ses parents, mais il ne trouve personne. Il se dirige alors vers l'école, pensant que ce sera un endroit sûr. Cependant, il se retrouve encerclé par des créatures monstrueuses et ressent à nouveau cette étrange pression. Lorsqu'il rouvre les yeux, il découvre qu'ils sont revenus dans le monde réel, près de la station de métro. Le lendemain, Yuka se rend chez Kakeru, trouvant la porte de sa chambre ouverte, elle entre. Elle le voit en train de faire un cauchemar et lui demande s'il va bien. Kakeru répond que oui, mais qu'il n'a pas bien dormi. Elle lui dit alors qu'elle a également eu du mal à trouver le sommeil cette nuit-là. Sur le chemin de l'école, Yuka se sent mal et il s'arrête un instant. À ce moment-là, leurs amis leur font signe depuis la fenêtre d'une salle de classe. Kakeru, voulant la rassurer, lui promet que si la nuit cramoisie revient, il la protégera quoi qu'il arrive. Ces mots émeuvent Yuka qui se met à pleurer. En voyant la scène, leurs camarades pensent que Kakeru la fait souffrir. Ils lui demandent alors d'arrêter de pleurer et ils se rendent ensemble en classe. Peu après, la professeure présente une nouvelle élève nommée Momono. Elle vient d'Italie. Pendant la récréation, plusieurs élèves l'entourent pour lui poser des questions sur son pays, mais elle se montre impatiente et leur demande de la laisser tranquille. Peu de temps après, Yuka s'approche d'elle et s'évanouit soudainement. Kakeru n'hésite pas et la porte dans ses bras jusqu'à l'infirmerie, même si Yuka lui demande de la laisser marcher seule. En ouvrant la porte, Kakeru tombe sur un élève qui sortait de l'infirmerie et il raconte à la docteure ce qui s'est passé. Elle répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et qu'elle a besoin de se reposer. Elle va donc rester un moment à l'infirmerie. La docteure interroge ensuite Kakeru sur son œil, car il porte toujours un cache-œil. Kakeru explique qu'il est né ainsi. Après avoir laissé Yuka allongé sur le brancard, il retourne en classe. Lorsque Kakeru sort, Yuka dit au médecin que son œil droit ne fonctionne pas et qu'il le couvre parce qu'il a une couleur différente. À ce moment-là, Momono se trouve sur le toit de l'école, visiblement inquiète, se demandant ce qui s'est passé. Plus tard, sur le chemin de la maison de Yuka, Kakeru lui demande si elle se sent mieux et elle répond qu'elle a juste besoin de se reposer. Kakeru l'invite alors à nouveau à aller au centre commercial, sans se rendre compte qu'une ombre étrange les observe de loin. Lorsqu'ils s'approchent du pont où ils avaient vu Noite Carmesina, ils décident d'éviter cet endroit et prennent le métro. Peu de temps après, déjà au centre commercial, ils se promènent entre les magasins, mais sont observés par la même ombre et aussi par une mystérieuse rousse. Après avoir terminé leur visite au marché, ils s'assoient dans l'herbe pour boire un jus de fruits et Kakeru se dit qu'il souhaite rendre Yuka heureuse. Soudain, le ciel redevient rouge et en regardant autour d'eux, ils aperçoivent l'étrange ombre. À la surprise de Kakeru, il s'agit de Kukuri, sa sœur. Mais en la voyant, il retourne vers le pont, à nouveau encerclé par la nuit Carmesina. Ne comprenant pas ce qui se passe, Kakeru tente de protéger Yuka, mais il entend l'un des monstres l'appeler par son nom et le reconnaître. Les monstres avancent vers eux, mais à ce moment-là, la rousse lance une épée qui tranche les ennemis et crie aussitôt aux 2 jeunes gens de se baisser. Une forte lumière jaillit alors de son dos, exterminant les créatures. Quelques secondes plus tard, la rousse s'approche de l'épée, la récupère et demande s'ils sont blessés.
Kakru et Yuka se relèvent et lui demandent qui elle est, mais un nouveau monstre apparaît à proximité, ce qui pousse la jeune fille à leur demander de s'enfuir immédiatement. Après avoir couru pendant un certain temps, la rousse se présente comme Mizuzu Kusakabe. Son épée disparaît et elle explique qu'elle est en 3e année au lycée Ni, pensant qu'ils étudient également là-bas. Il confirme que oui, mais qu'ils sont en 2e année. Puis Kakru se présente comme Atsu Kakru et présente son amie comme Minaz Yuka. Yuka demande à Mizuzu ce qu'est cet endroit, et celle-ci finit par admettre qu'elle n'en est pas sûre, mais qu'elle pense qu'il s'agit d'une dimension parallèle au monde réel, créée de manière intense et émotionnelle, et qu'ils ont été choisis pour être là. Mizuzu leur demande ensuite s'ils ont un pouvoir comme le sien, mais ils répondent tous les deux qu'ils n'ont rien de tel. Soudain, un bruit retentit à proximité et Mizuzu dit que ce sont les monstres. Yuka est désespérée et demande à rentrer immédiatement à la maison. Pendant ce temps, Mizuzu commence à réciter des mots dans une autre langue, et juste devant eux apparaissent d'énormes tours de cristal, chargées d'une puissante énergie. Elle décide de s'avancer vers elle, mais Kakru veut l'accompagner. Elle lui répond cependant que ce serait très dangereux, car il n'a pas de pouvoir et pourrait finir par la gêner. À ce moment-là, d'autres monstres apparaissent devant eux, et Mizuzu invoque à nouveau son épée et leur demande de courir. Pendant ce temps, une autre fille apparaît et lance des chaînes de glace, emprisonnant certains ennemis. Malgré tout, Kakru insiste pour atteindre la tour de cristal, croyant que s'ils y parviennent, ils pourront être en sécurité jusqu'à la fin de la nuit, car sinon. Cependant, Mizuzu les avertit que ce chemin est risqué et qu'elle ne pourra pas les protéger tout le temps, mais Kakru insiste pour se rendre à cet endroit. Après avoir couru pendant un certain temps, Kakru s'arrête soudainement, ressentant une douleur intense dans son œil droit. Alors qu'il tente de continuer, un monstre en forme de femme apparaît. Elle affirme qu'elle ne les laissera pas passer, et Mizuzu se bat contre la créature, mais après un certain temps, elle finit par se fatiguer et recourt à la magie, faisant disparaître l'ennemi instantanément. Peu après, les trois arrivent à un arbre énorme entouré de cristaux géants. Juste devant eux, ils voient Lisette, une fille emprisonnée dans un cristal. Elle se présente et explique qu'elle a été scellée à cet endroit. En entendant cela, Mizuzu soupçonne Lisette d'être responsable de la création de la nuit Karmesino, peut-être pour que quelqu'un vienne la sauver. Kakru lui demande de les libérer, mais elle répond que c'est impossible, et Mizuzu pense qu'elle a créé ce monde inconsciemment. À ce moment-là, Yuki supplie Kakru de la sauver, pensant que Lisette souffre, et Kakru, déterminé, promet de l'aider. Cependant, un groupe de monstres apparaît devant eux, affirmant qu'ils ne devraient pas exister dans ce monde, en particulier Kakru. Pendant ce temps, à l'infirmerie, le médecin parle au garçon qui était sorti auparavant, lui demandant s'il a fait quelque chose, ce qu'il nie, et à ce moment précis, Mizuzu, Yuki et Kakru réapparaissent soudainement sur une table dans le centre commercial. Plus tard, lorsqu'ils se remettent du choc, Mizuzu demande si les deux vont bien. Ils répondent qu'ils vont plus ou moins bien. Puis Kakru demande s'il peut y avoir d'autres élus qui ont également été emmenés dans ce monde de la nuit cramoisie. Mizuzu confirme que oui, car elle pense avoir vu 3 personnes, une de près et 2 de loin. Tous étudient également dans la même école qu'eux, et il s'agissait de 2 filles et d'un garçon affrontant ce qu'on appelle la zone. En entendant cela, Kakru et Yuki sont perplexes, et Mizuzu explique qu'ils pratiquent l'art connu sous le nom d'Onindu. Elle combine la magie avec les principes du yin-yang, et ajoute que dans ce monde, les êtres sombres sont appelés Oni. Mizuzu dit ensuite qu'elle va leur présenter les autres élus, car elle les a déjà vus à l'école et connaît même le nom de l'un d'entre eux. À ce moment-là, Kakru demande si ces autres jeunes utilisent le même type de magie qu'elle, puisqu'il les a vus combattre des Oni. Mais Mizuzu répond que non, bien que chacun d'entre eux possède des capacités différentes. Curieux, Kakru demande s'il possède lui aussi un certain type de pouvoir, se souvenant que les monstres noirs ont affirmé qu'ils ne devraient pas exister dans ce monde. Pour lever le doute, Mizuzu lui demande d'enlever le cache de son œil droit pendant un instant, et Kakru se souvient qu'il ressent toujours une douleur dans cet œil lorsqu'il est dans ce monde, mais accepte d'enlever le cache. Dès qu'il le fait, Mizuzu observe son œil et ressent une étrange réaction dans sa propre main. Elle demande à Kakru s'il a également remarqué quelque chose, mais il répond que non. Elle en conclut alors qu'il possède réellement un pouvoir, mais que celui-ci n'a pas encore été éveillé. Après avoir passé un moment ensemble, ils se disent au revoir, et plus tard, sur le chemin du retour, Kakru et Yuka discutent de ce qu'ils ont entendu de Mizuzu. Ils croient tous deux qu'ils possèdent effectivement un certain pouvoir, car ils n'auraient pas été choisis par ce monde pour rien. Alors qu'ils continuent leur chemin, ils finissent par croiser Tadashi et Kaori, qui, comme d'habitude, se disputent, ce qui fait sourire Kakru et Yuka. Mais soudain, Kakru a l'impression que sa sœur s'approche. Cependant, c'est Shiori qui arrive vers eux, accompagnée de quelques amis venus visiter la ville. En s'approchant, Shiori explique qu'elle s'est perdue en essayant de suivre un chat, puis elle fixe Kakru du regard, le mettant très mal à l'aise avec son regard pénétrant. Au bout d'un moment, Kakru continue à marcher seul avec Yuka, et en chemin, il passe devant son lieu de travail.
Il décide d'entrer pour prévenir son patron qu'il sera absent ce jour-là. En entrant, il rencontre une nouvelle employée, une jeune fille qu'ils ne connaissent pas encore. En la voyant, Kakru lui demande s'il l'a déjà rencontrée ailleurs, et elle répond qu'ils vont probablement à la même école, puis cache sa main en disant qu'elle s'est blessée récemment. La jeune femme se présente alors comme Yukiko et explique qu'elle est en première année à l'Académie Koryukan. Peu après, les deux se présentent également, et pendant que Yukiko prépare un café, ils discutent pendant quelques minutes. Peu de temps après, Kakru et Yuka décident de rentrer chez eux, mais avant de se dire au revoir, Kakru demande à Yuka de l'attendre à cet endroit si la nuit cramoisie revient. Yuka le serre dans ses bras, et Kakru se demande s'il parviendra à la protéger la prochaine fois qu'ils seront entraînés dans cet autre monde. Le lendemain matin, Kakru rêve d'un château, où il voit les mains d'une femme tirées par un robot, mais il se réveille rapidement. Plus tard, à la bibliothèque de l'école, il feuillette quelques livres jusqu'à en trouver un intitulé La fille emprisonnée dans le château de cristal. Ce titre lui rappelle la jeune fille qu'il a vue prisonnière lors de la nuit cramoisie. Il décide alors de le lire, mais il est interrompu par Yuka qui s'inquiète de ne pas l'avoir vu pendant la récréation. Kakru explique qu'il essayait de trouver des réponses et elle lui propose son aide. Il sort alors un livre qu'il avait vu auparavant et a de nouveau la vision de sa sœur. Désespéré, il court pour l'aider, mais ne la trouve pas. À la place, il trouve seulement un cahier tombé par terre avec une note écrite « C'est toi qui as réveillé les démons ». Quelque temps plus tard, le même jour, Mitsuzu, Yuka et Kakru observent la lune noire depuis le toit de l'école. Ils se rendent compte que ce n'est pas bon signe, et après cette scène, ils conviennent que s'ils reviennent à la nuit cramoisie, ils se retrouveront dans l'un des couloirs de l'école. Avant d'aller en classe, Kakru demande à parler à Mitsuzu, et elle l'invite à la retrouver dans sa classe à l'heure du déjeuner. Pendant le cours, Kakru n'arrive pas à cesser de penser au message qu'il a lu à la bibliothèque, il est distrait et n'entend pas quand la professeure l'appelle pour résoudre un exercice au tableau. Tadashi, profitant de la situation, commence à se moquer de lui. Irrité, Kaori finit par intervenir, giflant Tadashi et le réprimandant, jusqu'à ce que la professeure demande aux deux d'arrêter et de prêter attention au cours. À l'heure du déjeuner, Kakru discute avec Mitsuzu, il lui demande de lui apprendre à se battre, afin qu'il puisse découvrir et éveiller le pouvoir qu'il porte en lui, mais Mitsuzu refuse, disant qu'il ne pourrait pas apprendre aussi vite, même s'il essayait de toutes ses forces. Pendant ce temps, Yuka est seule dans le jardin de l'école et à ce moment-là, Yukiko apparaît, la salue et lui demande de goûter son déjeuner. Sans que Yuka s'en aperçoive, Yukiko finit par prendre tout le sandwich et le dévore rapidement, en louant son goût. Après cela, elle la remercie, et les deux filles discutent un moment. Peu après, Kakru poursuit sa quête de réponse. Il cherche dans des livres de science-fiction, mais finit par se sentir frustré, car il ne trouve rien qui explique vraiment ce qui se passe. De retour au parc, Yuka et Yukiko croisent quelques garçons de l'infirmerie. Yukiko les salue avec enthousiasme, ce qui fait penser à Yuka qu'elle s'intéresse à l'un d'entre eux, mais Yukiko sourit et dit que ce n'est pas le cas, qu'elle trouve simplement que ces garçons lui ressemblent beaucoup, puis elle serre Yuka dans ses bras spontanément, comme pour se réconforter. Peu de temps après, Kakru voit Tadashi aider à ranger des livres à la bibliothèque, et il essaie de se lier d'amitié avec Shiori, qui est responsable du lieu, mais il finit par mal ranger les livres, et après avoir corrigé son erreur, Shiori lui demande de l'aider avec un autre ensemble de livres. Alors que Kaori l'encourage à faire plus d'efforts, Kakru quitte la bibliothèque et Shiori le suit discrètement jusqu'au jardin, où elle l'observe s'entraîner avec un morceau de bois comme s'il s'agissait d'une épée. Sur le toit de l'école, Yuka et Mitsuzu le voient également. Mitsuzu décide alors de l'inviter chez elle pour discuter plus en détail de ses pouvoirs. Une fois arrivés, Kakru et Yuka s'assoient en face d'elle, et Mitsuzu commence à leur expliquer. Elle révèle que sa famille appartient au clan Onjui, dont la mission est de protéger les gens. Dès son plus jeune âge, elle a décidé de devenir plus forte pour accomplir cette destinée. Et c'est pourquoi elle est désormais détentrice des 5 épées légendaires de sa lignée. Comme ces armes sont dotées d'un immense pouvoir, elles ne peuvent être utilisées qu'en cas d'urgence. Mitsuzu montre ses épées et explique que chacune d'entre elles ne peut être conquise que lors d'un duel loyal à l'épée contre le porteur d'origine. Cependant, afin d'éviter que quelqu'un ne concentre trop de pouvoir, chaque épée ne doit appartenir qu'à une seule personne. Mais Mitsuzu a vaincu tous les détenteurs et a conquis les 5 épées, ce qui l'a obligé à quitter son village et à aller vivre seul dans la maison de sa mère, car la famille de son père souhaite récupérer les épées. Tout cela surprend beaucoup Kakru et Yuka, qui lui demandent de leur en dire plus sur sa famille. Cependant, Mitsuzu affirme qu'il est temps de commencer l'entraînement, puis elle remet une épée en bois à Kakru et lui demande d'essayer de couper une bougie allumée pour s'entraîner. Pendant qu'il s'entraîne, Mitsuzu s'assoit avec Yuka pour discuter, et après un moment, Yuka lui demande si elle pense que Kakru a du talent avec l'épée. Mitsuzu répond directement que non,
et toutes deux en concluent qu'il sera essentiel qu'il découvre son véritable pouvoir afin de pouvoir l'utiliser lors de la prochaine nuit carmesin. À ce moment-là, Yuka interroge Mizuzu sur le dernier combat qu'elle a mené pendant la nuit carmesin, et celle-ci se souvient qu'à ce moment-là, elle a utilisé la magie pour disparaître, puis décide d'expliquer plus en détail la raison pour laquelle elle a dû quitter son village. Mizuzu raconte que lors du duel pour la dernière épée, elle a fini par blesser son propre père sans le vouloir, et qu'après cela, elle a suivi les traces de Misao, une guerrière légendaire de son village, considérée comme la femme la plus forte de ce clan. Misao maîtrisait une magie appelée Jou, mais celle-ci est interdite car elle va à l'encontre des règles de la communauté. Elle a donc été bannie de son village il y a 70 ans, et maintenant, Mizuzu espère pouvoir la retrouver pendant la nuit carmesin. Pendant ce temps, Kakeru apparaît, toujours en train de s'entraîner avec son épée en bois, et Mizuzu lui demande de ne pas se reposer tant qu'il n'aura pas maîtrisé la technique qu'elle lui a enseignée. Cependant, Kakeru, impatient, insiste pour qu'elle lui apprenne à se battre autrement, sans perdre autant de temps. À ce moment précis, il ressent une douleur intense dans son œil droit, et la nuit carmesin revient. Ailleurs, les chevaliers noirs qui les avaient déjà attaqués se réunissent aux côtés de Lisette, la jeune fille emprisonnée dans le cristal. Ils discutent de Kakeru, disant qu'il n'a pas encore éveillé ses pouvoirs, et décident d'attaquer rapidement les autres élus pour s'assurer que Lisette reste emprisonnée. Cependant, elle souhaite être libérée, car elle est confinée là depuis 70 ans. Peu après, tous les chevaliers partent affronter les jeunes gens lorsqu'ils apparaissent devant eux, déclarant qu'ils vont les tuer, affirmant que les humains sont faibles et que c'est pour cela qu'ils ont abandonné leur humanité pour devenir plus forts. Le combat commence et Mizuzu demande à Kakeru de s'enfuir avec Yuka pour la protéger. Il hésite un instant, mais finit par accepter, et pendant qu'il court, l'un des chevaliers noirs les poursuit, tandis que les autres continuent à se battre contre Mizuzu, qui souhaite seulement s'assurer que les deux survivent. Après avoir couru pendant un certain temps, Kakeru et Yuka se cachent derrière des voitures, mais le chevalier les rattrape. Désespérés, ils montent dans l'un des véhicules pour se protéger. L'ennemi les trouve cependant et frappe la voiture à plusieurs reprises. Il soulève le véhicule et le jette au sol, les blessant gravement. À ce moment-là, le chevalier noir est sur le point de les capturer, mais une vague de glace surgit et le frappe de plein fouet, le faisant disparaître instantanément. Au même moment, Mizuzu poursuit son combat contre les autres monstres. Alors qu'elle semble sur le point d'être vaincue, une nouvelle fille apparaît et élimine l'ennemi devant elle. Pendant ce temps, à l'intérieur de la voiture détruite, Kakeru est inconscient et a l'impression que Kukuri, sa sœur, a ouvert la porte et l'a aidé à sortir. Au même moment, le garçon de l'infirmerie qu'ils avaient vu auparavant se bat également contre des monstres dans la nuit cramoisie, mais il finit par être blessé pendant le combat. Dès qu'il réapparaît dans la station de métro, quelques filles le voient blessé et commentent entre elles qu'il semble être de leur école. Plus tard, à l'école, Yukiko est au club d'études, où il se consacre à la modernologie. Enthousiaste, elle explique à Yuki et Mizuzu que la modernologie est très similaire à l'archéologie, mais qu'elle se concentre sur l'analyse du présent. Yukiko est très heureuse, pensant que ses nouvelles amies pourront rejoindre le club, mais à ce moment-là, Yuka remarque que le Kakero est silencieux et distrait. Sans prêter attention à ce qui a été dit, il reste plongé dans ses pensées, se souvenant de toutes les fois où il a vu Kukuri, sa sœur, tant dans le monde réel que dans la nuit cramoisie. Yukiko tente d'attirer son attention, lui demandant de ne pas trop penser à cet autre monde, puis elle demande à Yukiko si elle possède également un pouvoir spécial comme Mizuzu, mais Yukiko répond que non. Pendant ce temps, à l'infirmerie, le médecin soigne les blessures de l'autre garçon et lui demande comment il s'est blessé, mais il évite de répondre et se montre même grossier. Irrité, la docteure le confronte, mais le garçon s'enfuit immédiatement. De retour au club, le groupe discute des monstres de la nuit cramoisie et Mizuzu affirme qu'il n'y a pas grand-chose à faire à leur sujet. Cependant, le garçon mentionne que ces créatures sont appelées des fragments et se montre curieux de savoir combien d'autres jeunes sont également emmenés dans ce monde. À ce moment-là, Yukiko révèle qu'elle connaît un autre garçon, celui qui l'a sauvé pendant la première nuit cramoisie. Pendant ce temps, dans le couloir, le même garçon qui s'est enfui de l'infirmerie mange un hamburger à la hâte, réalisant que la docteure est toujours à sa poursuite, il s'enfuit également. À ce moment-là, les amis décident qu'ils doivent le trouver pour en savoir plus sur la nuit carmeside et le garçon qui tente de s'échapper entre dans une pièce, mais finit par trébucher sur Yukiko. Il lui demande de ne pas sortir avant que le médecin ne soit parti et lorsque Yukiko se lève pour voir ce qu'elle a renversé, elle découvre qu'il s'agit justement du garçon qu'il recherchait. Plus tard, tout le monde se réunit dans la cour de l'école pour discuter de la nuit cramoisie et là, le garçon se présente comme Takahisa Tajima. Au cours de la conversation, il apparaît clairement qu'aucun d'entre eux ne dispose d'informations solides sur cet autre monde. Irrité, Tajima décide de s'éloigner et part seul. Yukiko tente de convaincre Tajima de se joindre à eux pour qu'ils puissent combattre les monstres, mais il refuse immédiatement.
En le voyant agir ainsi, tout le monde pense qu'il est un garçon grossier, mais Yukiko croit qu'il donne seulement l'impression d'être quelqu'un de méchant. Cette nuit-là, Kakeru s'entraîne au combat avec Mizuzu, mais il ne parvient pas à progresser beaucoup et Yukiko observe et commente qu'il doit faire plus d'efforts. Peu après, Mizuzu le met à terre et lui demande quelle est la véritable raison qui l'a poussé à s'entraîner. Kakeru répond que c'est pour sauver Yuka, mais malgré cela, Mizuzu pense qu'il ne pourra affronter personne s'il continue ainsi. Elle lui conseille non seulement de renforcer son corps, mais aussi de changer sa façon de penser en transformant ses sentiments en puissance de combat. Il continue à s'entraîner, mais alors qu'il se prépare pour un nouveau combat, Kakeru ressent à nouveau une forte douleur à l'œil. Au même moment, tout le monde pense que Mizuzu va attaquer Yuka, ce qui le pousse instinctivement à essayer de la protéger. Cela conduit Yukiko à l'avertir qu'il ne doit pas se concentrer uniquement sur Yuka pendant un combat, car cela pourrait le mettre en danger de mort. Cependant, Yuka insiste sur le fait que le plus important est que Kakeru soit prêt à se battre. Le lendemain, à l'école, Kakeru avoue à Yuka qu'il se sent mal de ne pas pouvoir la protéger, mais elle le rassure en lui disant qu'elle n'a pas de pouvoir et que tout va bien tant qu'il reste à ses côtés. Après l'avoir écouté, Kakeru sourit, affirme qu'il pense de la même façon et qu'il doit donc transformer ses sentiments en pouvoir. Soudain, ils entendent Tadashi parler italien, et en se retournant, ils voient qu'il est avec Kaori et Shiori. Agacé par sa mauvaise imitation de la langue, Shiori le réprimande et lui demande de la laisser tranquille. Tadashi s'enfuit en courant et finit par heurter un poteau. Peu après, Shiori accélère le pas pour s'éloigner des autres et arrive rapidement en classe. Plus tard, Mizuzu et Kakeru quittent la classe pour se rendre au club, où Yuka et Yukiko les attendent déjà. Dès leur arrivée, Kakeru ressent à nouveau une douleur dans l'œil, et Mizuzu les prévient qu'ils sont sur le point de retourner à la nuit cramoisie. Lorsque le décor change, ils voient Tajima se battre près de l'école, et Yukiko explique qu'il s'agit d'un psychopathe du feu. Peu de temps après, le même chevalier noir qui les avait déjà attaqués auparavant apparaît. Mizuzu se lance dans le combat, tandis que dans le grand arbre de cristal, deux autres chevaliers noirs observent la bataille. Parmi eux se trouve une femme connue sous le nom de Varicia. Varicia commente à un autre chevalier que ces jeunes sont les mêmes qui ont vaincu son compagnon Gula. En réponse, le superbe affirme que cette fois-ci, ils n'auront aucune chance, car ils vont affronter les chevaliers de la colère, de l'envie et du contre-pouvoir, qui sont bien plus puissants que Gula lui-même. De retour à nos héros, Mizuzu continue d'affronter le chevalier, quand soudain une attaque est lancée contre Yuka. À ce moment-là, Kakeru se jette sur elle pour la protéger, et Yukiko prévient que Mizuzu est en grand danger, ce qui fait que Kakeru souhaite plus que jamais avoir des pouvoirs. Cependant, Yukiko lui dit que le simple fait de le souhaiter ne résout rien, puis elle retire 2 poignards de ses vêtements et se précipite pour attaquer l'ennemi. Pendant un instant, elle se rend compte qu'elle a réussi à le vaincre, mais Ira apparaît soudainement et la frappe avec un crochet géant, la projetant au sol. Alors qu'il menace les jeunes, Tajima apparaît et lance une puissante attaque de feu contre les monstres. Ira réagit cependant en lançant son crochet et le renverse également. Peu après, dans la nuit, Carmesin disparaît soudainement. De retour dans le monde normal, ses amis s'inquiètent pour Yukiko. Elle leur explique alors qu'en retirant ses lunettes, elle se transforme en une autre personne, capable de combattre rapidement les monstres. De plus, elle révèle que ses blessures ont guéri d'elles-mêmes, car elle est complètement immortelle. Pour prouver ses dires, elle leur montre que ses blessures se sont régénérées en quelques secondes. Malgré tout, Yuka reste inquiète et la prend dans ses bras. Yukiko tente alors d'expliquer qu'il y a beaucoup de meurtres dans son pays. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, ses amis l'interrompent, lui disant qu'ils veulent juste qu'elle aille bien, ce qui l'émeut, car elle se rend compte qu'ils l'ont accepté. En voyant Tajima s'éloigner, le groupe l'appelle pour qu'il revienne au club. Plus tard, Kakeru s'entraîne seul sur le toit, réfléchissant à sa détermination à protéger Yuka. Pendant l'entraînement, il remarque qu'elle ne se sent pas très bien et décide de l'accompagner à l'infirmerie. Là, le médecin informe Kakeru que Yuka souffre d'anémie, mais malgré cela, elle semble préoccupée par Kakeru, en particulier par le mystère du cahier laissé à la bibliothèque. Voyant son inquiétude, Kakeru lui prend la main. En voyant la scène, le médecin pense que les deux vivent un moment romantique, ce qui les rend embarrassés. À ce moment-là, Tajima se lève de l'autre lit de l'infirmerie et se plaint, disant qu'il ne veut pas entendre cela. Il sort alors, irrité, et dans l'escalier, Tajima finit par heurter Yukiko, qui portait plusieurs sacs de collation, et tous tombent par terre. Il l'aide à les ramasser. Avant de partir, il prend l'un des snacks, tandis que Yukiko se contente de l'observer en s'éloignant. De retour en classe, Kakeru commence à s'ennuyer de Yuka, et dès que le cours se termine, il part à sa recherche à l'infirmerie. Alors qu'il s'apprête à partir, le médecin demande pourquoi Yuka n'arrive pas à dormir. Et comme ils ne savent pas comment expliquer ce qui se passe réellement, ils restent silencieux. Face à cela, le médecin conclut que Yuka ne dort pas à cause de Kakeru et lui suggère de lui chanter des berceuses.
Kakru, incrédule, hésite, mais la docteure lui explique que cela peut même se faire par téléphone. Elle raconte qu'elle avait l'habitude de le faire avec son propre fils, et voyant l'expression de surprise des deux jeunes gens, elle révèle que Tajima est son fils. La stupéfaction des jeunes est encore plus grande, mais la docteure explique qu'elle n'est que sa mère adoptive, car elle l'a trouvé seul dans la rue alors qu'il était encore enfant et a décidé de l'élever depuis lors. Tout en parlant, elle regarde par la fenêtre en souriant en voyant Tajima manger comme d'habitude et Yukiko lui apporter à manger. Avant de prendre congé, elle demande à Yuka d'insister pour que Kakru lui chante une berceuse, et Yuka finit par accepter avec un sourire timide. Pendant ce temps, sur le toit de l'école, Tadashi court après un chat. Lorsqu'il parvient enfin à l'attraper, Kaori lui dit de faire plus attention, car il pourrait se blesser. À ce moment précis, le chat lui griffe la main et s'enfuit, courant directement vers Shiori, qui le prend dans ses bras et le calme. Pendant ce temps, elle observe Kakru et Yuka marcher ensemble, et peu après, Kakru rencontre Mizuzu et court vers elle pour convenir du prochain entraînement chez elle. Cependant, Mizuzu dit qu'avant cela, elle veut leur présenter quelqu'un d'important, la fille qu'ils avaient vue lors de la nuit cramoisie, et elle promet de l'emmener au club plus tard. Lorsque Kakru et Yuka arrivent au club, ils sont accueillis par Yukiko, qui est accompagné de Tajima, assis à table en train de manger un anka. Surpris, Kakru demande ce qu'il fait là, et Yukiko explique alors qu'à partir de maintenant, Tajima fera partie du club. À ce moment-là, Kakru s'apprête à s'asseoir, mais Tajima renverse son verre et Yukiko court chercher une serviette pour nettoyer le désordre. Peu après, Mizuzu arrive avec une nouvelle fille, Kukuri Tachibana. Dès qu'elle entre, elle les salue, et en la voyant, Kakru est choqué, croyant qu'il s'agit de sa sœur aînée, tant la ressemblance entre elles est frappante. Mizuzu explique que Kukuri est muette, mais qu'elle entend et comprend parfaitement tout ce qui se passe autour d'elle. Si quelqu'un veut communiquer avec elle, il suffit de lui donner du papier et un crayon, et elle répondra par écrit. À ce moment-là, Yukiko se présente et s'approche de Kukuri, la mettant un peu mal à l'aise. Peu après, Yukiko prononce quelques mots dans sa langue maternelle pour lui souhaiter la bienvenue. En entendant la phrase, Kukuri commente qu'elle aimerait l'utiliser comme devise du club. Après avoir consulté les autres, Yukiko décide de l'adopter officiellement, mais Tajima critique l'idée en disant que cela semble enfantin et s'en va, irrité. Après la fin de la réunion, Kakru et Yuka discutent de Kukuri, ainsi que de la nouvelle devise. Pendant ce temps, Tajima accélère sa moto pour quitter la ville, mais se heurte à une étrange barrière rouge. Il percute la barrière et tombe par terre, puis se rend compte que les oiseaux peuvent la traverser librement, concluant que la barrière n'affecte que les élus. Au même moment, Kakru revient au club avec Yuka et demande à Mizuzu de l'aider à s'entraîner. Il décide de s'entraîner sur place, et Mizuzu utilise un foulard pour lui apprendre à rester calme. Elle lui explique que s'il n'apprend pas à se contrôler, il ne sera jamais capable de protéger Yuka ou de vaincre ses ennemis. Soudain, tout le monde sent que la nuit carmesiste est sur le point de se reproduire, et dès que le ciel change, la colère surgit pour les attaquer. Kakru court avec Yuka pour la protéger, tandis que Mizuzu affronte une fois de plus l'ennemi. À proximité, Tajima sauve Yukiko, qui avait été surprise dans les toilettes. Quelques minutes plus tard, alors que Kakru et Yuka ont réussi à sortir de l'école, ils se retrouvent face à face avec Soberba. Déterminé à se battre, Kakru l'affronte, mais ses attaques n'ont aucun effet, et en réponse, la chevalier le jette brutalement au sol et se dirige vers Yuka. Même blessé, Kakru se relève rapidement, prend son épée et décide de se battre une fois de plus, même s'il pense qu'il sera à nouveau vaincu. À ce moment-là, il aperçoit une épée apparaître derrière la cavalière et se souvient des paroles de Mitsuzo. Il prend alors une profonde inspiration et parvient à se calmer, et grâce à cela, il sent son œil droit s'ouvrir sur le bouchon. Cela lui permet de voir l'attaque de l'ennemi avant même qu'elle ne se produise. Grâce à cette nouvelle capacité, Kakru parvient à esquiver le coup fatal. Surprise, la superbe dit qu'il est impossible qu'un humain comme lui puisse éveiller un tel pouvoir, mais Kakru continue à prévoir les mouvements de son adversaire, les esquivant et contre-attaquant avec précision. D'un coup décisif, il parvient à la vaincre. Immédiatement, les cristaux géants qui emprisonnaient Lisette sur le grand arbre disparaissent, signalant que sa prison commençait à s'affaiblir, ce qui fait comprendre à tout le monde que Kakru a réussi à éveiller son pouvoir. Peu après, il tombe au sol en tremblant. En le voyant, Yuka court vers lui et lui demande ce qui se passe. Plus tard, Kakru est allongé sur un lit tandis que les filles commentent qu'en éveillant son pouvoir, il est tombé malade, car il ne comprend pas encore son pouvoir. Yuki suggère de l'emmener à l'hôpital, mais Mizuzu explique que cela ne servira à rien, car le problème n'est pas physique, mais mental. C'est pourquoi elle a demandé de l'aide pour l'amener chez elle où elle pourrait essayer de le guérir avec sa magie. Peu après, Yuka et Yukiko quittent la chambre afin que Mizuzu puisse s'occuper de Kakru en toute tranquillité. Yuka se montre toutefois inquiète et dit qu'elle aimerait rester à ses côtés. À ce moment-là, Kukuri arrive et la serre dans ses bras en silence. Pendant ce temps, dans la chambre,
Kakru rêve et voit devant lui un chevalier qui lui révèle que son pouvoir s'appelle l'œil d'Aéon. Le chevalier lui dit que s'il meurt à cet instant, il n'aura plus à souffrir de porter un tel fardeau. Mais Kakru refuse, affirmant qu'il doit rester en vie pour retourner auprès de Yuka. Face à cela, le chevalier l'avertit qu'en choisissant de vivre, il devra affronter ses plus grandes faiblesses. Le lendemain matin, Kakru se réveille et voit Mizuzu endormie à ses côtés. Quand elle se réveille, il la remercie pour son aide, mais elle répond qu'elle l'a juste aidé un peu à stabiliser son pouvoir, puis décide de se retirer pour se reposer. En sortant, Mizuzu remarque que quelqu'un a laissé de la nourriture devant la porte de sa chambre, tandis que Kunkuri prépare la table pour le petit déjeuner et sourit en voyant Yuki toute débraillée. À proximité, Yuki est triste, car en apportant de la nourriture à Mizuzu, elle a cru la voir trop proche de Kakru. De retour à la cantine, Mizuzu salue les autres filles, qui lui demandent aussitôt comment va Kakru. Elle répond qu'il va mieux, ce qui les soulage et les rend heureuses. Elle demande ensuite qui lui a apporté son petit déjeuner et découvre que c'est Yuka, qu'elle a vu peu après, l'air triste. Plus tard, Kakru se lève et se rend dans le jardin pour parler à Yuka, mais il remarque qu'elle est sérieuse. Inquiet, il lui demande si quelque chose s'est passé, et Yuka répond que non, essayant de dissimuler sa tristesse. Au loin, Mizuzu observe la scène par la fenêtre. Plus tard, tout le monde se réunit dans le salon et discute en attendant que Yuka finisse de se préparer. Quand elle est enfin prête, tout le monde décide de partir ensemble à l'école. À ce moment-là, Mizuzu se lève, mais elle se sent faible et tombe. Kakru se précipite immédiatement pour l'aider. En voyant la scène, Yuka est bouleversé et s'enfuit en courant, croyant qu'il est amoureux de Mizuzu. Surpris, Kakru la suit pour lui demander ce qui se passe, tandis que les autres filles ne comprennent pas pourquoi Yuka est partie de cette façon. Peu après, à l'école, Shiori marche derrière Tadashi, qui lui dit de ne pas marcher en lisant, et Shiori répond qu'il est là pour la protéger, ce qui fait croire à Tadashi qu'elle veut être sa petite amie. Cependant, Shiori et Kaori le réprimandent, lui rappelant qu'il ne doit pas se faire d'illusions, et vont même jusqu'à le frapper pour enfoncer le clou, tandis que Mizuzu, Yukiko et Kukuri se rendent ensemble à l'école. En chemin, Mizuzu parle du pouvoir de Kakru, expliquant qu'il est extrêmement difficile à contrôler, c'est pourquoi il est connu sous le nom d'œil du mal, bien que Kakru l'ait appelé œil d'Aéon. En entendant ce nom, Yukiko est surprise, car elle se souvient d'une ancienne légende qu'elle a entendue quand elle était enfant. Selon cette histoire, au Moyen Âge, le roi de Drasvania, appelé Vlad, possédait justement l'œil d'Aéon. Face à cela, Mizuzu révèle que c'était le nom du chevalier qui est apparu dans les rêves de Kakru. Les filles commencent à spéculer que cela pourrait être la cause de la tristesse de Yuka, mais Mizuzu affirme qu'il y a une autre raison. Pendant ce temps, sur le toit de l'école, Kakru rejoint enfin Yuka, qui lui demande ce qui se passe. Même si elle est excitée, elle décide de révéler ce qu'elle pense, et en l'écoutant, Kakru lui explique qu'elle se trompe complètement, car Mizuzu et lui ne sont pas en couple, elle l'a simplement aidé à guérir, et cela était évident. À ce moment-là, dans un autre couloir, Mizuzu et Yukiko discutent. Yukiko suggère qu'elle devrait peut-être quitter la ville pour ne plus être entraînée dans la nuit cramoisie. Peu après, Tajima apparaît et dit qu'il est impossible de quitter la ville, car une barrière rouge empêche quiconque de sortir. Mais lorsque Tajima tente d'expliquer plus en détail cette barrière, le docteur arrive et le ramène à l'infirmerie pour le punir de son comportement. De retour à l'appartement, Yuka finit par embrasser Kakru et le supplie de l'embrasser, pour prouver qu'il ne ressent rien pour Mizuzu. Cependant, n'obtenant pas la réponse qu'elle espérait, elle croit être rejetée et s'enfuit en pleurant. Quelques secondes plus tard, la nuit cramoisie recommence, et désespéré, Kakru part à la recherche de Yuka, décidant de ne pas la laisser seule. Alors qu'il descend les escaliers, il finit par rencontrer deux monstres, mais ceux-ci sont rapidement vaincus par Mizuzu. Après les avoir battus, Kakru demande à ce qu'ils partent à la recherche de Yuka, mais Mizuzu insiste sur le fait que le plus important est de rester ensemble. Dans une autre partie de la ville, Tajima affronte également des monstres, les battant grâce à sa puissance de feu, mais Ira réapparaît aussitôt pour l'attaquer. Pendant ce temps, le reste du groupe rencontre un autre chevalier noir, appelé Abatia. Il lui demande pourquoi il veut les tuer, et le chevalier répond froidement qu'ils doivent mourir pour que l'avenir soit modifié, et sans plus d'explication, il passe à l'attaque. Même affaibli, Mizuzu décide de l'affronter seul, mais en la voyant tomber, Kakru tente d'utiliser l'œil d'Aéon, mais ne parvient pas à activer son pouvoir. C'est à ce moment-là que Kukuri, à la surprise générale, invoque ses chaînes de glace et vainc à la fois les monstres et le chevalier, laissant tout le monde impressionné. Les ennemis éliminés, le groupe décide de partir à la recherche de Yuka, mais Tajima apparaît et révèle qu'il est peut-être trop tard. Il raconte qu'il a essayé de la protéger, mais qu'elle s'est enfuie, laissant derrière elle son sac à dos en forme de pingouin, ce qui désespère Kakru. Il demande à Tajima où il l'a vue pour la dernière fois, et celui-ci répond que c'était près de l'infirmerie. En entendant cela, Kakru court immédiatement dans cette direction, avertissant les filles que quelque chose de terrible s'est produit à cet endroit.
Pendant ce temps, Yuka revit dans son esprit les scènes où elle a vu Kakeru avec Mizuzu, et se souvient du moment où elle s'est sentie rejetée. Convaincue qu'il est en train de changer d'avis à son sujet, son angoisse grandit, puis un groupe de monstres apparaît et l'encercle. Effrayée, Yuka appelle Kakeru de toutes ses forces, et mystérieusement, les monstres reculent pendant quelques instants. Peu après, le groupe arrive à l'infirmerie et trouve les lieux complètement détruits, avec des murs brisés et des meubles renversés. Cela rend Kakeru encore plus désespéré, et tout le monde décide de se séparer pour chercher Yuka dans l'école. Pendant ce temps, à l'intérieur du cristal, Lisette se rend compte que sa magie revient et se remplit d'espoir, souriant toute seule. Quelques jours plus tard, la recherche de Yuka se poursuit. Épuisé, Kakeru finit par trébucher et tomber, mais il est aidé par Tajima, qui le relève et lui demande s'il va bien. Même blessé, Kakeru ne se soucie que de Yuka, se sentant coupable de l'avoir laissé seule. En voyant sa douleur, il comprend enfin la profondeur de ses sentiments pour elle, et peu après, les jeunes entendent un bruit étrange et se rendent compte que d'autres monstres approchent. Sans hésiter, Tajima part les affronter avec ses pouvoirs de feu, puis poursuit ses recherches. Pendant ce temps, Mizuzu cherche ailleurs, et en levant les yeux, elle a l'impression que la lune noire se rapproche dangereusement de la Terre. Non loin de là, Yuki rencontre certains des monstres qui avaient été repoussés par le cri de Yuka. Près d'eux, elle voit Yuka assise, perdue dans ses pensées au sujet de Kakeru. Au même moment, Varicia retourne à l'emplacement du Grand Cristal, où Lisette continue d'essayer de s'échapper de sa prison. Pour l'en empêcher, Varicia décide de prendre le contrôle de la situation, puis finit par confier la responsabilité d'éliminer les jeunes élus aux 3 autres chevaliers, qui se battent. Plus tard, Yuka fouille dans son sac à dos en discutant avec Yuki, qui lui raconte comment Kukuri a vaincu les monstres avec ses chaînes de glace. Elle suggère qu'elle retourne à l'école pour retrouver les autres. Mais Yuka reste abattue, convaincue que Kakeru s'éloigne d'elle parce qu'elle n'a pas de pouvoirs spéciaux comme les autres. En entendant cela, Yuki lui confirme qu'elle se trompe et décide de lui révéler sa propre histoire avant son arrivée au Japon. Elle raconte qu'elle a vécu à Drasvania, un endroit marqué par les guerres et la destruction où tout le monde se battait entre eux. Son immortalité a été utilisée comme une arme et elle a été forcée d'assister à la mort de sa famille tout en devenant une tueuse sans choix. C'est pour cette raison que Yukiko ne souhaite pas que Yuka éveille un quelconque pouvoir, craignant qu'elle ne subisse le même sort et ne perde sa chance d'être heureuse. Touchée par ces paroles, Yuka court embrasser Yukiko, affirmant qu'elle a déjà trouvé son véritable pouvoir. Au même moment, dans l'immense cristal, à l'ombre de l'arbre géant, Lisette continue d'essayer de se libérer. Cependant, l'avarice réapparaît et lance une puissante attaque de lumière. Cette attaque est si intense qu'elle peut être vue par tous les élus où qu'ils se trouvent. Pendant ce temps, Skolatika est vaincue au combat, lorsque Kakeru et Tajima aperçoivent l'étrange éclair. Ils courent dans sa direction et assistent à la chute de la chevalière. Cependant, ils sont immédiatement attaqués par l'envie. Sans issue, ils décident de l'affronter ensemble, Tajima lançant une série d'attaques enflammées. Peu après, Mitsuzu apparaît, brandissant son épée légendaire, et affronte directement Soberba, laissant Kakeru et Tajima se charger d'Ira. À ce moment-là, Invidia disparaît et Kakeru se rend compte qu'il est sur le point d'être attaqué par derrière. Il parvient à esquiver rapidement et contre-attaque, la blessant avec son épée, tandis que Soberba montre à Mitsuzu qu'elle connaît parfaitement les techniques de combat de sa famille, la surprenant. De retour au combat avec les jeunes, Kakeru tente de blesser Invidia, mais elle se déplace à une vitesse extrême. Pour l'aider, Tajima lui lance des attaques de feu, puis Soberba démontre son immense pouvoir, montrant clairement qu'il est d'un autre niveau, ce qui amène Mitsuzu à s'interroger et à exiger de savoir qui il est vraiment. De son côté, Invidia se prépare à attaquer une nouvelle fois lorsque Yukiko et Kukuri interviennent et les sauvent du coup. À proximité, Soberba se rend compte que Mitsuzu n'est pas en état de continuer à se battre contre lui, alors il déclare qu'ils termineront ce combat à une autre occasion. Avant de partir, il laisse toute la responsabilité à Invidia, qui décide de s'autodétruire, emprisonnant les jeunes dans sa sphère d'énergie pour les emmener ensemble vers la mort. Mais à ce moment-là, depuis le toit de l'école, Yukiko crie de toutes ses forces. Un intense rayon de lumière explose de son corps et annule toutes les armes, tant celles des élus que celles d'Invidia. Profitant de l'occasion, Yukiko porte le coup final, vainquant Invidia. Confus par ce qu'ils viennent de voir, les jeunes se demandent ce qui s'est passé. Mitsuzu en conclut que la lumière émise par Yukiko a neutralisé tous les pouvoirs présents, y compris les leurs. C'est à ce moment que Kakeru se rend compte que Yuka a enfin éveillé son pouvoir, et il se réjouit énormément pour elle, tandis que Tajima est impressionné et affirme que son pouvoir est incroyable. Cependant, Mitsuzu se montre inquiète, car elle pense que cette capacité peut représenter un grand danger, puisqu'elle annule tous les pouvoirs, qu'ils soient alliés ou non. Peu après, Yuka apparaît devant le groupe et demande à Kakeru de l'aimer, car c'est elle qui le protégera, puis, épuisée, elle s'évanouit.
À ce moment-là, Lisette se souvient de la mort de Belan pendant la guerre et jure de se venger de ceux qui l'ont vaincu. Pendant ce temps, à l'intérieur du grand cristal au sommet de l'arbre géant, deux chevaliers réfléchissent qu'en fin de compte, la véritable force la plus puissante de toutes pourrait être celle de l'innocence. Cependant, Soberba a déjà un plan pour en finir une bonne fois pour toutes avec ses jeunes. Avarice affirme qu'elle lui fait entièrement confiance, et le lendemain, Yuka se repose dans un lit, tandis que Kakeru reste assis à ses côtés, veillant silencieusement sur elle. À son réveil, Yuka pense à appeler sa mère, mais Kakeru lui demande de ne pas s'inquiéter et de se reposer, lui assurant qu'il s'est déjà occupé de tout. Un peu plus loin, dans le salon, Mitsuzu et Kukuri discutent des événements récents et décident que tout le monde devrait manquer les cours ce jour-là pour pouvoir se reposer et récupérer. Après cela, Kukuri va préparer le thé, tandis que Tajima commente avec Mitsuzu qu'avec les pouvoirs nouvellement éveillés de Yuka, ils ont enfin une chance de vaincre les chevaliers. Même ainsi, Mitsuzu n'est pas totalement convaincue, car elle cherche des réponses plus claires. Elle veut savoir s'il y a vraiment une fin à la nuit rouge et jusqu'à quand ils continueront à fuir les monstres. Tajima, quant à lui, répond qu'ils sont déjà constamment pourchassés et qu'ils n'ont d'autre choix que de les affronter et de les vaincre. En l'écoutant, Mitsuzu reste perdue dans ses doutes, reconnaissant qu'elle-même réfléchit peut-être trop à tous les détails. Peu après, alors que Kukuri prépare le thé, Kakeru s'approche d'elle et lui demande si elle est vraiment de leur côté. Surprise, Kukuri cherche une réponse dans son cahier, mais avant qu'elle n'ait le temps d'écrire, Kakeru lui demande de ne jamais faire de mal à Yuka, quoi qu'il arrive. Il s'éloigne ensuite et lorsqu'elle trouve enfin sa réponse dans son cahier, elle découvre quelque chose d'inquiétant. Elle ne se souvient de rien de son propre passé. Pendant ce temps, dans le jardin de la maison, Mitsuzu vérifie les poupées spirituelles qu'elle utilise comme barrière contre les monstres. Kakeru finit par apparaître et elle lui explique que ces figurines servent à empêcher les ennemis de les atteindre dans leur monde. Impressionné, il l'observe attentivement jusqu'à ce que Mitsuzu l'appelle ailleurs en lui disant qu'elle a quelque chose de très important à lui dire. Mais à ce moment-là, l'une des poupées se brise mystérieusement et dans une autre pièce, Yuki Kotakabe se recroqueville, se sentant coupable d'avoir blessé Kakeru sans le vouloir lors de la dernière bataille. Assis là, comme d'habitude, mangeant sans souci, Tajima dévore déjà un morceau de poulet tout en discutant avec elle. Il affirme qu'elle ne devrait pas se blâmer car cela ne pouvait être évité, et que si elle continuait à s'accrocher à ses pensées, elle risquait de perdre des batailles qui étaient déjà pratiquement gagnées. Pour lui, le plus important est d'assurer la victoire, car c'est la seule façon de survivre. Il ajoute que si l'un d'entre eux meurt au combat, ce sera simplement parce que tel était son destin. En entendant ces mots, Yuki pense que si Tajima continue à penser ainsi, il finira seul. Elle décide alors d'ouvrir son cœur et explique qu'étant immortelle, elle a déjà assisté à la mort d'innombrables personnes qu'elle aimait. Cette profonde souffrance a donné naissance à une autre personnalité, la poussant à jurer qu'elle vivrait seule pour toujours. Cependant, grâce à la nuit rouge, elle a rencontré tous ces gens et se sent enfin acceptée et aimée, c'est pourquoi elle se sent très coupable d'avoir blessé Kakeru sans le vouloir. Peu après, un corbeau se pose sur l'un des arbres du jardin de la maison et soudain, ses yeux brillent d'un rouge intense. À ce moment-là, Mitsuzu parle à Kakeru et lui révèle qu'il existe une magie interdite capable d'unir les pouvoirs de l'Orient et de l'Occident. Elle raconte qu'une jeune fille de son clan, Misako Kusakabe, a été exilée pour avoir eu recours à cette pratique il y a 60 ans. Malgré la désapprobation de tous, Mitsuzu l'a toujours admirée, la considérant comme forte et noble. Intrigué, Kakeru lui demande pourquoi elle lui raconte tout cela et Mitsuzu lui répond que lors de l'attaque de la veille, il a réalisé que Misako est en fait l'une des chevalières noires qui les affrontent, celle qui répond au nom de Soberba. Cette révélation intrigue Kakeru, car selon lui, Misako devrait être morte puisqu'elle a vécu il y a 60 ans. Cependant, Mitsuzu explique que dans la nuit rouge, le temps ne s'écoule pas comme dans le monde réel, même si des heures ou des jours passent, lorsqu'ils retournent dans leur monde, rien ne semble avoir changé. C'est pourquoi elle pense que Misako a passé ses 60 années emprisonnée dans un endroit où le temps est figé. Il avoue qu'il a très peur de ce que cela a pu lui faire. Comme Misako est une magicienne extrêmement puissante, Mitsuzu pense que pour éviter qu'elle ne les batte, ils doivent prendre une décision radicale. Elle finit donc par se couper le bras et demande à Kakeru de boire son sang, afin qu'il puisse lui aussi recevoir le pouvoir de sa famille. Au début, Kakeru refuse, mais Mitsuzu insiste, affirmant que c'est pour son bien et celui de Yuka. Finalement, il finit par céder et Kakeru accepte et lèche le sang de son bras. À ce moment précis, un lézard aux yeux rouges les observe. Yuka est également témoin de tout cela avant de s'évanouir sous la forte pression. Pendant son évanouissement, Yuka rêve de Lisette, qui lui parle de l'amour qu'elle ressent pour Bellade et jure de détruire le monde, car son bien-aimé est mort et plus rien n'a d'importance. Pendant ce temps, Tajima se promène tranquillement dans la rue lorsque le docteur le trouve et le traîne jusqu'à l'infirmerie en le tirant par les oreilles. Une fois arrivé, elle lui demande où il a passé la nuit et Tajima répond qu'il était chez une amie. Le docteur insiste pour qu'il révèle où il était,
car s'il a fait quelque chose de mal, la responsabilité lui incombera. Peu après, la docteure se souvient de Yukiko et suppose qu'il était chez elle, pensant qu'il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'elle essaie de confirmer, Tajima change de sujet et elle lui dit simplement de retourner en classe, et qu'après les cours, il reviendra pour qu'ils puissent déjeuner ensemble, ce qu'il finit par accepter. En classe, Tadashi essaie d'envoyer un petit avion en papier à Shiori, mais elle le détruit immédiatement et il se met à pleurer, et le professeur finit par le réprimander. Quelques secondes plus tard, Shiori sent la présence d'un œil rouge et demande la permission d'aller à l'infirmerie. Dans le couloir, Shiori attaque un corbeau aux yeux rouges, le transformant en papier, ce qui lui fait penser qu'elle doit se rapprocher encore plus des autres jeunes pour les surveiller de près. De retour chez Mizuzu, Yuka se réveille et observe Kakeru s'entraîner avec Mizuzu. Il se rend compte qu'il s'est beaucoup amélioré en utilisant ses nouvelles techniques et qu'il n'a plus qu'un seul œil. Il finit par réussir à esquiver une attaque de Mizuzu et la touche même. Choqué, il s'excuse, mais elle lui assure que tout va bien, lui demandant seulement de ne pas oublier ce qu'il a appris. À ce moment-là, Yuka apparaît avec un mouchoir et le tend à Mizuzu. Mais en le tenant, Yuka en profite pour lécher sa blessure et déclare qu'elle sera désormais comme Kakeru. À ce moment-là, tout le monde se rend compte que Yuka écoutait la conversation précédente et plus tard à l'école, Tajima achète de la nourriture dans un distributeur automatique et Yukiko s'approche, s'excusant d'avoir été impoli avec lui auparavant. Surpris, Tajima lui offre une boisson et en achète une autre pour lui. Yukiko profite de ce moment pour discuter, disant qu'elle pense que Kakeru se sent aussi seul qu'elle, mais que d'une certaine manière, il a toujours été pris en charge par le docteur. Chacun à sa manière. Tajima est d'accord, admettant qu'il ne l'avait jamais remarqué avant qu'elle ne le lui fasse remarquer. Yukiko, émue, le serre dans ses bras et à ce moment-là, le docteur les observe de loin, souriant, loin de partir. Et Yukiko finit par réfléchir que grâce à elle, Tajima est en vie et qu'il serait mort depuis longtemps sans elle. Elle promet alors que lorsque la nuit rouge sera terminée, ils sortiront tous les deux pour s'amuser et manger quelque chose. Peu après, Mizuzu, Yuka et Kakeru sont devant la maison à la recherche de Yukiko. Ils décident de se séparer et Kakeru et Yuka cherchent à l'intérieur de la maison tandis que Mizuzu et Kukuri vérifient le jardin. Pendant les recherches, Mizuzu interroge Kukuri sur Kakeru et lui demande comment elle sait que Kakeru la traite différemment à cause de sa ressemblance avec sa sœur. Mizuzu demande à Kukuri de la prévenir si quelque chose se passe entre eux, car elle pourrait servir de médiatrice, et Kukuri lui répond par un sourire doux. Pendant ce temps, Yuka décide de nettoyer les fenêtres de la maison et Kakeru lui demande pourquoi. Elle répond qu'ils vont passer quelque temps chez Mizuzu, alors ils doivent au moins aider au ménage. Il sourit devant son attitude, mais soudain, Yuka le serre dans ses bras, effrayé par la vue du lézard aux yeux rouges. Kakeru la rassure en lui disant que l'animal ne lui fera aucun mal, et à ce moment-là, ils entendent tous les deux un bruit provenant du deuxième étage. Kakeru décide d'aller voir, en arrivant sur place, il trouve Shiori qui l'attaque soudainement. Surpris, il lui demande pourquoi et elle lui révèle qu'elle a été envoyée pour l'attaquer car c'est lui qui a réveillé les démons. Pendant ce temps, à l'école, Tajima invite Yukiko et la docteure à manger ensemble et espère que la nuit rouge n'apparaîtra pas ce jour-là. Cependant, lorsqu'ils arrivent à l'infirmerie, ils sont confrontés à une scène terrible. L'orgueil a tué la docteure. De retour chez Mizuzu, Kakeru esquive les attaques de Shiori et lui demande si elle est du côté des Chevaliers Noirs. Elle répond que peut-être et explique que cette attaque n'était qu'un test pour évaluer ses capacités. Selon elle, Kakeru se développe bien et est déjà quelqu'un en qui elle peut placer ses espoirs, mais il est confus et ne comprend pas ses intentions. Au même moment, à l'infirmerie, Yukiko affronte l'orgueil tandis que Tajima tente de sauver la docteure. Cependant, lorsqu'elle meurt, le corps de Tajima commence à briller intensément. Pris de rage, il lance une attaque de feu si puissante qu'elle détruit le mur de l'école et finit par blesser Yukiko. Plus tard, Mizuzu et Kukuri s'inquiètent pour Yukiko et Mizuzu réfléchit que leurs ennemis sont trop forts et qu'ils tenteront probablement de rompre les liens qui les unissent. Car s'ils ne restent pas ensemble, leur destin sera la mort. Peu de temps après, elles aperçoivent Yukiko sautant sur les toits et l'appellent. Lorsqu'elle s'approche, Mizuzu lui demande pourquoi elle est blessée et Yukiko lui raconte ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Tajima continue de se battre seul contre Soberba sur les toits de la ville. De retour à la maison, Shiori dit à Kakeru que, puisqu'il a réveillé le démon, il doit les aider à les vaincre tous. Mais soudain, le lézard aux yeux rouges apparaît et l'attaque, la transformant en papier. Avant de disparaître, Shiori avertit Kakeru que les démons sont tout près, et aussitôt après, Soberba apparaît devant lui.
Ne comprenant rien, Kakru lui demande pourquoi elle est apparue alors qu'ils ne sont pas dans la nuit rouge, et elle répond que les chevaliers peuvent également voyager entre les deux mondes. Au même moment, Yukiko montre qu'une partie de la ville a été détruite par le combat entre Tajima et Soberba. Soberba envoie alors une énergie pour appeler Mizuzu à la maison et le groupe ne comprend pas contre qui Tajima se bat réellement. Pour l'affronter, ils décident de se séparer. Yukiko restera avec Tajima tandis que Mizuzu et Kukuri courent aider Kakru. Dès leur arrivée, Mizuzu invoque ses épées pour combattre Soberba qui, en réponse, convoque à nouveau les chevaliers déjà vaincus pour attaquer Kakru. La superbe révèle alors sa véritable forme, Misao Kusakabe, la magicienne du clan de Mizuzu. Choquée, Mizuzu lui demande pourquoi elle est devenue un chevalier noir, et Misao répond qu'elle l'a fait pour protéger Varicia. Après quelques coups échangés, Misao regarde Mizuzu et lui demande si elle souhaite mourir en essayant de l'arrêter. Mizuzu déclare fermement que si nécessaire, elle mourra pour protéger ses amis. Au même moment, Yukiko est à la recherche de Tajima. Lorsqu'elle le trouve enfin, elle se rend compte que le chaos règne dans la ville et découvre qu'ils n'affrontent pas réellement l'orgueil, mais plutôt une illusion. Elle essaie de l'arrêter, mais Tajima insiste sur le fait qu'il ne peut plus s'arrêter tout seul, alors il lui demande de l'en empêcher. Face à cela, Yukiko enlève ses lunettes pour montrer sa véritable force et dès qu'elle le fait, la nuit rouge apparaît à nouveau. Quelques instants plus tard, Shiori s'approche de Yuka qui attend Kakru et lui révèle qu'il est en train de combattre les chevaliers noirs. Yuka dit qu'elle veut l'aider, mais Shiori l'en empêche, expliquant que Kakru doit améliorer son pouvoir tout seul. Inquiète, Yuka demande s'il va s'en sortir. Shiori répond que oui, même si elle n'est pas sûre pour les autres. Pendant ce temps, dans le jardin de la maison, Kakru se rend compte que les chevaliers contre lesquels il se bat ne sont que des illusions créées par la magie. Au même moment, Mizuzu sent qu'elle doit attaquer Misao rapidement, sinon elle ne parviendra pas à la vaincre. Alors que Misao s'apprête à porter le coup final, Kukuri apparaît et la retient avec ses chaînes de glace. Mizuzu profite de l'occasion pour contre-attaquer, mais Misao est plus rapide et détruit ses épées. À ce moment-là, Kakru parvient à anticiper la prochaine attaque de Misao contre Mizuzu et finit par la sauver. Misao décide alors de battre en retraite. Avant de disparaître avec la nuit rouge, elle déclare qu'elle a réussi à rompre les liens qui les unissaient. Plus tard, Shiori explique aux garçons qu'elle travaille pour le Saint Bureau de contrôle, dont la mission est de surveiller et de contenir les sorts qui peuvent mettre des vies en danger. Elle affirme être là parce qu'elle doit arrêter un démon qui a récemment été libéré. De plus, elle révèle que les chevaliers noirs combattent justement ce démon, ce qui les rend encore plus confus. Le lendemain, Yukiko est alitée avec de la fièvre, tandis que Kukuri prend soin d'elle. Pendant son sommeil, Yukiko rêve que Tajima meurt dans ses bras et tente désespérément de le sauver, jusqu'à ce que Kukuri utilise sa magie pour la calmer. Dans le salon, Shiori continue d'expliquer la situation à Kakru et Mizuzu. Elle explique que les chevaliers noirs ne sont pas des ennemis, mais des alliés, et que la raison pour laquelle ils attaquent le groupe est qu'ils portent sur eux les fragments d'une puissante pierre creuse. Cette révélation choque tout le monde et Shiori raconte que la pierre a été divisée en 7 fragments et que chacun d'entre eux est en possession de Yuka, Yukiko, Tajima, Mizuzu, Kukuri, Shiori elle-même et également la sorcière emprisonnée. Confus, il demande alors pourquoi ils sont traités comme des ennemis et Shiori explique que les fragments isolés ne représentent aucun danger, mais que s'ils sont réunis, ils peuvent libérer un pouvoir dévastateur qui serait dangereux pour le monde entier. Après avoir écouté, Mizuzu conclut que c'est Lisette qui les a amenés à la nuit rouge précisément pour libérer ce pouvoir. Shiori confirme en ajoutant que son vrai nom est Rizlot et que son objectif est d'ouvrir la porte de l'enfer connue d'eux sous le nom de Lune Noire. Si cette porte s'ouvre, le monde entier tombera en ruine. Cependant, Mizuzu rappelle que Tajima est mort et que, par conséquent, les 7 fragments n'existent plus. Mais Shiori la corrige en disant qu'il reste encore Kakru qui, avec l'œil d'Éon, est également capable d'aider à ouvrir la porte. À ce moment-là, Yuka arrive avec le thé pour tout le monde. Lorsqu'elle tend la tasse à Mizuzu, celle-ci remarque qu'il y a une petite lame à l'intérieur. Pour éviter tout problème, elle emporte la tasse dans la cuisine et les laisse seuls dans le salon. Yuka, profitant de son absence, s'assoit à côté de Kakru et lui demande de se reposer un peu. Plus tard, Kakru se retrouve seul à réfléchir à tout ce que Shiori lui a raconté. Kakru est surpris de voir Yuka debout devant lui en sous-vêtements, lui demandant de se reposer avec elle, mais il se sent extrêmement mal à l'aise. À ce moment-là, Shiori apparaît et l'invite à l'accompagner dans sa chambre, où ils pourront continuer à discuter des 7 fragments et de la manière de vaincre le démon. Pendant ce temps, dans une autre partie de la maison, Mizuzu médite et s'entraîne avec son épée. Dans le jardin, Kakru reste assis, enlacé par Yuka, tandis que Shiori examine les morceaux brisés d'une des poupées protectrices. À ce moment-là, Shiori commence à leur raconter une histoire ancienne, vieille d'environ 800 ans, dans laquelle une femme connue sous le nom de sorcière de Babylone a obtenu l'immortalité.
Plus tard, cette sorcière est tombée amoureuse d'un roi nommé Vlad, qui régnait sur la Drasvanie, un royaume dévasté par les guerres. Pour elle, rien d'autre n'avait d'importance tant qu'elle pouvait rester à ses côtés. Mais pendant le conflit, Vlad finit par être assassiné par l'un de ses propres amis. Lorsqu'elle l'apprit, la sorcière jura de détruire le monde entier. Pour l'en empêcher, l'ordre sacré du commencement décida de l'affronter. Il y a environ 70 ans, certains mages de cet ordre ont réussi à l'emprisonner dans un cristal dans un autre monde. Le rituel a été accompli précisément dans cette ville, ce qui a donné naissance au phénomène de la nuit rouge. Les mages qui l'ont scellé sont finalement devenus les Chevaliers Noirs, dont la mission est de protéger les 7 sceaux qui empêchent l'ouverture de la porte de l'enfer. Kakru écoute attentivement, mais Shiori continue. Les chevaliers croient que Vlad peut se réveiller dans son corps pour aider la sorcière à se venger et ouvrir la porte de l'enfer. C'est pourquoi ils veulent le tuer. Effrayé, Kakru craint de perdre le contrôle de lui-même au profit de Vlad. Mais Shiori le rassure en lui disant qu'il y a beaucoup de différences entre eux. Leurs sentiments sont opposés. De plus, l'œil d'Éon ne sert pas seulement à aider la sorcière, mais peut également être utilisé pour l'éloigner davantage. Elle explique que c'est la raison pour laquelle elle s'est rapprochée du groupe en secret, sans révéler sa véritable identité au début. Comme elle avait besoin de connaître les sentiments de Kakru, et après l'avoir observé, elle s'est rendue compte qu'il semblait être un garçon fragile, qui pouvait vraiment être contrôlé par Vlad. Mais en apprenant à mieux le connaître, elle a décidé de lui donner une chance, car elle a vu que le monde pouvait encore s'améliorer grâce à lui. Enfin, Shiori lui demande directement s'il est prêt à sauver le monde, et Kakru répond que oui, mais avoue qu'il se sent faible, croyant qu'il ne pourra rien accomplir sans ses amis. Plus tard, Kakru se rend dans la chambre de Yukiko pour voir comment elle va, et en sortant, il rencontre Kukuri, qui le salue. Il sourit et s'excuse de l'avoir traité comme une ennemie auparavant, et Kukuri accepte sans hésiter. Ensuite, Kakru se rend dans la chambre de Mizuzu et lui demande s'il peut lui parler. Après être entrée, elle se confie, racontant qu'elle a toujours voulu être aussi bonne que Misao et qu'elle croyait pouvoir la battre. Bien qu'elle n'y soit pas parvenue dans la pratique, Mizuzu continue en disant que le pouvoir de Misao est si grand parce qu'elle a appris de ses compagnons, tandis qu'elle-même s'est isolée et n'a pas réussi à évoluer de la même manière. En entendant cela, Kakru la réconforte en lui disant qu'elle ne doit pas se blâmer, car grâce à elle, il a réussi à éveiller l'œil d'Aeon, et qu'il comprend ses sentiments, car lui aussi a dû lutter contre ceux qui l'admiraient le plus. Ces paroles réconfortent Mizuzu, qui l'embrasse avec émotion. Pendant ce temps, dans une autre chambre, Yuka se réveille et interroge Shiori au sujet de Kakru. Peu après, elle décide de partir à sa recherche, mais le trouve avec Mizuzu et Kukuri. En les voyant ensemble, Yuka le prend rapidement pour elle, l'éloignant des autres. Shiori explique ensuite aux filles que pour apprendre la sorcellerie, les magiciens ont dû recourir à une magie interdite, capable de diviser le pouvoir d'un ennemi en 7 fragments, le rendant plus fragile, et ces 7 fragments ont été lancés ensemble dans un même monde, au moment où la nuit rouge est apparue. À ce moment-là, Yukiko réalise enfin qu'elle aimait Tajima, et c'est pourquoi sa mort lui fait tant de peine. Quelques minutes plus tard, Kakru suit Yuka, qui le conduit jusqu'à la chambre de Mizuzu. Bien qu'il ne veuille pas la laisser entrer, elle insiste, et une fois dans la chambre, Yuka lui demande de l'embrasser, lui demandant si, lorsqu'il est avec elle, il a encore besoin de sa sœur. Mais Kakru reste silencieux, et soudain, Kukuri disparaît à l'intérieur des filles. Shiori explique à Mizuzu que c'est normal, car Kukuri est en fait une illusion créée par Yuka elle-même pour protéger Kakru. En entendant cela, Mizuzu comprend que le fragment dans ce monde appartient à Yuka. À ce moment-là, la nuit rouge revient, et Yukiko s'enfuit de sa chambre, décidant d'affronter l'orgueil motivé par la douleur de la mort de Tajima. Peu après, les autres se rendent compte de ce qui se passe et courent pour l'aider, mais Yuka demande à Kakru de ne pas y aller. Pendant ce temps, des monstres apparaissent et attaquent le couple. Sans armes, Kakru tente de riposter, mais c'est Yuka qui utilise la magie pour les repousser. Peu après, elle s'évanouit, ce qui rend Kakru nerveux et désireux de protéger Yuka, mais il sait aussi qu'il doit aider ses amis. Finalement, il décide de la laisser en sécurité et de se diriger vers l'arbre géant, car il doit se battre à leur côté. Au même moment, Yukiko affronte la superbe, mais celle-ci est plus puissante et la blesse gravement. La voyant à terre, la superbe se souvient que Yukiko est immortelle, alors elle arrache le fragment de pierre de son corps, la rendant mortelle. Plus tard, lorsque le groupe arrive pour la secourir, il trouve Yukiko agonisante et révoltée. Kakru attaque l'orgueil et parvient à lui couper le bras. À ce moment-là, le cristal qui se trouvait à l'intérieur de Yukiko tombe par terre. À la surprise générale, Yuka apparaît, ramasse le cristal et le lance contre le sceau qui emprisonne Lisette, la libérant ainsi. À cet instant, Lisette prend sa véritable forme, celle de la sorcière de Babylone. Mizuzu perçoit immédiatement l'aura sombre et écrasante qu'elle dégage. Choqué, Kakru interroge Yuka sur ce qu'elle a fait, mais se rend compte qu'elle est ensorcelée par la sorcière. Lisette promet de réaliser son souhait, puis attaque pour la tuer et prendre son cristal.
Kakru tente de la protéger, mais ne parvient pas à empêcher la mort de Yuka, et la sorcière s'empare de son fragment. En voyant cela, l'avarice téléporte Mizuzu et Kakru loin de la sorcière, puis s'allie à l'orgueil et à Shiori pour l'affronter. Peu après, Kakru se réveille dans un autre monde et croit être dans le monde de Yuka, avec Mizuzu. Il part à sa recherche. Pendant ce temps, dans la nuit rouge, l'orgueil et Shiori avancent contre la sorcière, tandis que l'avarice révèle sa véritable forme, un énorme dragon appelé Georgios, capable de purifier toute l'obscurité du monde, et les trois magiciens attaquent alors la sorcière ensemble. En parallèle, dans un autre monde, Kakru et Mizuzu attendent avec impatience, inquiets de l'issue de la bataille. Dans le feu de l'action, Shiori porte un coup à la sorcière, mais celle-ci apparaît derrière elle et s'apprête à la frapper. À ce moment-là, Kukuri intervient pour la sauver, et en la voyant, Shiori découvre sa véritable identité. Kukuri est en fait un ange gardien Apasa qui protégeait la jeune fille lorsqu'elle était encore en vie. Face à cela, la sorcière déclare qu'aucun d'entre eux n'est à sa hauteur et lance une attaque dévastatrice contre tous. Soudain, l'orgueil parvient à capturer la sorcière et demande à l'avarice de la tuer immédiatement, même si cela doit lui coûter la vie, et c'est exactement ce qu'elle fait. Au même moment, dans le monde de Yuka, Kakru insiste pour aider à vaincre la sorcière, mais Mizuzu lui dit qu'il n'a pas assez de pouvoir et que la seule façon d'augmenter ses forces pour gagner est qu'ils s'unissent en tant que couple. Après avoir entendu cela, Kakru a l'impression qu'il trahirait Yuka, mais Mizuzu le réconforte en lui disant que ce ne serait pas une trahison, car si elle reste en vie, il aura le pouvoir nécessaire pour sauver à la fois Yuka et le monde lui-même. Convaincu, il accepte, et après s'être unis, une porte s'ouvre devant eux, révélant le passage vers la nuit rouge et la mission apparaît. En les voyant, elle avoue qu'elle est tombée amoureuse de Varys il y a longtemps, mais qu'il est maintenant mort, tout comme les autres. Enfin, elle déclare qu'il n'y a plus de salut pour le monde, puis disparaît aussitôt. Yuka apparaît alors devant Kakru, lui disant qu'elle l'aime, mais lorsqu'il s'approche pour l'embrasser, elle le transperce d'une épée et lui révèle froidement que la vraie Yuka vit en elle. À ce moment-là, Mizuzu comprend la terrible vérité. La sorcière a pris possession du corps de Yuka. Peu après, la sorcière affirme qu'elle a besoin du pouvoir de l'œil d'Aéon pour détruire le monde et invoque le nom de Vlad. Elle achève ensuite Kakru et s'empare de l'œil d'Aéon. Quelques secondes plus tard, Mizuzu se rend compte que la sorcière a atteint son objectif et tout le monde plonge dans une obscurité indescriptible. Cependant, grâce à l'œil d'Aéon, Kakru parvient à prédire l'avenir, et il voit exactement le moment où Alicette serait libérée. Utilisant sa vision, il modifie le destin et parvient à sauver Yuka. Surprise, la sorcière s'approche de lui et lui demande pourquoi il insiste pour la combattre. Pendant ce temps, Varys ordonne à la superbe de la tuer, mais Shiori intervient et dit qu'ils ne doivent pas le faire. À ce moment-là, Kakru lève son épée devant la sorcière, et celle-ci lui demande avec dédain s'il croit vraiment pouvoir la vaincre. Il répond fermement qu'il n'a pas l'intention de la tuer, car il sait que sans les autres cristaux, elle aura besoin de son œil pour détruire le monde. Kakru prend alors sa décision. Il utilise son épée pour se trancher la gorge et tombe inconscient. À ce moment-là, des souvenirs de son enfance lui reviennent à l'esprit, des moments qu'il a partagés avec Yuka, avant et après la mort de sa sœur. Lorsqu'il se réveille, Kakru est allongé sur une civière, avec Yuka à ses côtés. Elle lui a sauvé la vie en utilisant son pouvoir, mais elle s'est évanouie. Perplexe, il demande à Mizuzu ce qui s'est passé, et elle lui explique tout. Lorsque Yuka l'a sauvée, elle a également réussi à affaiblir la sorcière pendant un moment, permettant à Shiori de le transporter dans cet autre monde. Mizuzu le réprimande alors, lui disant que c'était une erreur d'essayer de se suicider, et il est d'accord, mais répond qu'il doit rester en vie pour protéger Yuka pour tout ce qu'elle a déjà fait pour lui. Peu après, Shiori et Abase apparaissent, révélant la terrible vérité. La raison pour laquelle sa sœur s'est évanouie était pour arrêter Licette, et ce même jour, elle a également tué Kakru, car il possédait l'œil d'Aéon. Malgré tout, Kakru et Mizuzu ne comprennent pas pourquoi il est toujours en vie. Alors Shiori explique que dans le passé, Kukuri a tué un enfant d'un autre monde, car elle croyait qu'il avait l'œil d'Aéon. Mais en réalité, ce garçon ne le possédait pas, car il appartenait au monde de Yuka. Ce qui signifie que c'est Yuka qui a sauvé Kakru, en le changeant d'apparence avant que sa sœur ne puisse le tuer. Peu après, devant tout le monde, Yuka disparaît du lit, et en regardant la lune, les garçons décident de monter sur le toit, où ils découvrent que la sorcière avait emprisonné Yuka dans un cristal pour l'empêcher d'utiliser ses pouvoirs. Désespéré, Kakru demande à la sorcière de libérer Yuka, et elle répond qu'elle le fera, à condition qu'il s'approche. Cependant, dès qu'il fait un pas en avant, la sorcière tente de lui arracher l'œil, et à ce moment-là, Shiori et Kukuri attaquent ensemble, blessant la sorcière. Pendant ce temps, Soberba cache Kakru pendant quelques instants, et Varys parvient à emprisonner la sorcière dans une bulle. Cependant, pendant le combat, Shiori est mortellement blessée, et avant de partir, Kakru récupère le cristal de Shiori et le remet à Soberba. Mais elle le surprend et lui dit qu'avec ce cristal, il peut lui-même vaincre la sorcière.
car le pouvoir de Shiori était de voyager dans le temps. En combinant cette capacité avec l'œil d'Éon, il serait enfin possible de la détruire. Malgré ses doutes, Soberba l'encourage, lui assurant que tout le monde croit en lui. Prêt, Kakeru reçoit de Mitsuzu une épée maudite, capable de consumer les âmes, qui lui servira de bouclier dans sa bataille. Quelques secondes plus tard, la sorcière se libère de la bulle et ordonne à Kakeru de se rendre. Il refuse, convaincu qu'il ne doit pas perdre espoir en le monde et qu'il doit se battre pour la personne qui a toujours été à ses côtés. En entendant cela, la sorcière invoque Vlad qui, à la surprise générale, lui demande de ne pas détruire le monde, car il a été touché par la détermination de Kakeru. Malgré cela, la sorcière décide de le tuer et lance une attaque mortelle. Cependant, Mitsuzu et Misako se placent devant lui, servant de bouclier pour le protéger. Et lorsque la poussière retombe, la sorcière apparaît à un autre endroit, prête à attaquer à nouveau. Derrière elle se trouve Kakeru, tenant le cristal de Shiori, et au moment où elle se retourne, il active le pouvoir et l'emprisonne dans le cristal. Grâce à cette victoire, Yuka est libéré du cristal et court embrasser Kakeru. Pendant ce temps, le monde de la nuit rouge commence à s'effondrer avec la sorcière, qui disparaît complètement. À ce moment-là, Misao apparaît et propose de les ramener dans leur monde, les remerciant d'avoir aidé à vaincre la sorcière. Le lendemain, sur le toit de l'école, Kakeru est allongé et regarde la lune. Lorsque Yuka vient le rejoindre, un coup de vent soulève soudainement sa jupe, ce qui fait que Kakeru la voit sans le vouloir et rougit de honte. Il s'excuse, mais Yuka répond simplement que ce n'est pas grave et s'assoit par terre à côté de lui pour jouer un peu. Peu après, Kakeru ressent à nouveau une douleur dans l'œil et soudain, tous deux sont transportés dans un autre monde. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une nuit rouge, mais une nuit rose. Effrayé, il court dans les couloirs de l'école jusqu'à ce qu'il trouve Mizuzu et Yuki. Plus tard, les quatre s'approchent d'une fenêtre pour essayer de comprendre ce qui se passe, et à ce moment-là, la douleur dans l'œil de Kakeru s'intensifie, alors il retire le cache. Mais en faisant cela, il rougit complètement et se retourne immédiatement, réalisant qu'il peut voir à travers l'uniforme des filles. À ce moment-là, Shiori et Tajima arrivent, et lorsqu'ils comprennent la situation, ils lui disent de remettre le cache. Complètement gêné, Kakeru ferme les yeux pendant que Yuka lui tend le cache-œil. Et comme il met trop de temps à le remettre, Mizuzu finit par lui donner une gifle. Cela amène Kakeru à soupçonner que ses pouvoirs ont changé, et pour le tester, Yuki coupe ses lunettes et découvre sa nouvelle capacité. Il court immédiatement embrasser Yuka, la mettant mal à l'aise, mais Mizuzu lui demande rapidement d'arrêter. Tout excité, Tajima décide de tester son pouvoir à son tour, et à sa grande surprise, au lieu de conjurer le feu, il contrôle désormais l'eau. Riant aux éclats, il s'amuse avec son nouveau pouvoir sous le regard de tous, quand soudain, de petits monstres sombres apparaissent devant eux. Tout le monde, sauf Mizuzu, trouve ces créatures mignonnes, mais elle décide de dégainer son épée pour se battre. Cependant, à la place de la lame, quelque chose d'autre apparaît. Elle est immédiatement gênée et essaie d'éviter d'expliquer de quoi il s'agit. Yukiko remarque qu'au moment où Mizuzu a invoqué son arme, entre guillemets, les monstres se sont dispersés. Cela intrigue Kakeru, qui ne comprend pas de quel objet il s'agit. Tajima commence à se moquer de lui, jusqu'à ce que Kukuri apparaisse et lâche la bombe. Elle dit haut et fort que c'est une arme que les femmes utilisent pour jouer seules, disons, et tout le monde est choqué par les filles qui rougissent violemment devant cette explication. Honteuse, Mizuzu fait immédiatement disparaître son arme, et soudain, toute la terre se met à trembler, comme si un tremblement de terre était sur le point de se produire. Lorsqu'il s'approche pour voir ce qui se passe, les 7 chevaliers roses apparaissent, se présentent en exécutant une étrange petite danse et déclarent que leur mission est de protéger ce monde. Après leur disparition, un groupe décide de se rendre à l'arbre géant pour en savoir plus sur cet endroit. Et là, ils finissent par trouver un couple de chevaliers jouant de manière très affectueuse. L'un d'eux ressemble beaucoup à Varicia, mais au lieu de leur demander de partir comme auparavant, il leur demande de rester avec eux. Cependant, comme ils jouaient avec un fouet, Yuka prend peur et demande au héros s'il ne vaudrait pas mieux rentrer à la maison, ce qu'il confirme. Mizuzu est inquiète et veut partir rapidement, mais Shiori suggère qu'ils aillent aux sources thermales qui se trouvent à proximité, ce qui intrigue encore plus Mizuzu. À ce moment-là, les petits monstres noirs réapparaissent, mais cette fois, les garçons décident de jouer avec eux comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Mizuzu s'éloigne toute seule, et Yuka, qui ne comprend pas, demande à Yukiko si elle est en colère. Yukiko confirme que oui, car personne ne sait quand ils pourront retourner dans leur monde, et tout ce qui s'est passé jusqu'à présent est très étrange. Kukuri essaie de remonter le moral de Mizuzu, mais n'y parvient pas, et le reste du groupe décide alors de profiter de l'occasion pour aller aux sources thermales. Une fois dans l'eau, il demande au héros d'utiliser l'œil d'Éon et de localiser le chef de ce monde. Il enlève son cache et se concentre, mais à sa grande surprise, l'œil désigne Yuka comme étant le chef de ce monde. Le héros est tellement choqué que soudain, l'eau et les maillots de bain disparaissent, et tout le monde se retrouve complètement nu. Yuka, ne sachant pas où se cacher, active son pouvoir, et lorsque la lumière s'éteint, le héros et Tajima se rendent compte qu'ils ont désormais aussi des corps féminins.
Shiori pense que c'est le pouvoir de Yuka qui en est la cause, et Kukuri dit calmement que ce n'est pas grave, car ils ont maintenant des corps sculpturaux. En entendant cela, il remarque le regard des filles, et tout demeure de honte et se couvre rapidement. À ce moment-là, la nuit rose disparaît, et l'anime se termine de cette manière bizarre. Bon, j'espère que vous avez aimé, laissez un like et commentez ci-dessous. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo pour nous aider à développer la chaîne. Que Dieu vous bénisse, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt, salut!